Bienvenue à toutes et à tous dans ce Vintage Racers consacré au Royal Rumble 2002. Un saut de 13 ans dans le temps que nous allons effectuer ensemble avec une toute petite bande qui est réunie aujourd'hui. Il nous attend maintenant tous les jours à la gare de Nice avec une pancarte DDP depuis que celui-ci a dit qu'il y passerait en 2015 à ses Renault. Bang! Salut Pierrot, salut tout le monde. Ah, Comment ça? j'attends, je rêve de DDP la nuit. Est-ce que ça se passe bien le camping du coup à la gare? Ah, j'ai du mal, hein, des fois, tu sais, il y a un peu des gars qui ressemblent un peu au Wyatt, mais C'est sinon ça va. compliqué, c'est compliqué. Ouais. Et puis le second, c'est le patriarche de Racers Radio, notre petit père du peuple, c'est Rubenito. Bonsoir tout le monde, je suis Charlie, avec le point levé. Exactement, Et t'as bien raison. oui tous. Donc avant de nous lancer, on va lancer un petit jingle et on fera donc ce saut dans le temps. Allez, à tout de suite. Guess who's back? I used to be broke, confused, no joke. Got used, smoked dope, paid dues, refused to give up quick. Now there's 10 million motherfuckers on my dick. So what? Say how? Say who? Fuck what? Fuck me? Fuck you. Nous voici donc 13 ans en arrière dans la Philips Arena à Atlanta en Géorgie, où ce Royal Rumble 2002 s'effectuait, où la WWE s'appelait encore WWF, plus pour très longtemps mais bon. C'était encore la WWF, avec un premier match où Spike Dudley et Taz ont battu The Dudley Boys, donc Boo Barrett et Devon, qui étaient accompagnés par Stacy Keibler, pour conserver ainsi les Tag Team Championship en 5 minutes 06. Taz a fait abandonner Devon sur le Taz Mission. Rubenito. Oui, alors bon, c'est un opener classique de cette époque-là, un match un peu bourrin. Il y a pas grand-chose à en dire, si ce n'est qu'il y a beaucoup, enfin, les prises elles sont assez stiff. Moi, je trouve que c'est vachement, enfin, il y a un sentiment de puissance qui se dégage des trois catcheurs un peu big man et puis de Spike un peu moins, mais bon, quand même. Et ouais, sinon, un peu surpris de la victoire de Taz, parce que je me rappelais pas trop à l'époque de comment avait été configuré ce match, mais oui, je suis un peu surpris que Taz l'emporte, et puis aussi rapidement aussi. C'est un peu surprenant. Mais sinon, oui, enfin, moi, pour moi, ce qui se dégage vraiment de ce match, c'est le sentiment de puissance que j'ai vu, surtout chez les Dudley Boys, quoi. Renaud. Ouais, c'est trop court, mais c'est sympa. Les prises, elles sont bien exécutées. Spike, il avait déjà été en rivalité, en fait, avec ses frères, les Dudley Boys, dans l'année 2001. Puisqu'il avait déjà fait plusieurs fois équipe, notamment avec Kane, où ils avaient essayé de devenir champions, c'était au King of the Ring 2001, ils n'avaient pas réussi. Et puis il avait fait aussi quelques fois équipe avec le Big Show sans succès, donc ça n'avait pas marqué l'histoire. Là c'était un combat revanche en fait par rapport aux Dudleys, parce qu'ils avaient déjà perdu, les Dudleys avaient perdu les titres contre Spike et Taz, c'était à Raw, et là c'était le match retour, donc voilà pourquoi aussi ce match-là. Après oui, Taz, ben, c'est le roi des souplesses, quoi. Il fait des souplesses très bonnes. Ça, c'est toujours excellent. Et le match qu'ils avaient gagné justement sur la première fois pour les titres, sur Bebaré et Divon, il avait fait une souplesse arrière sur Bebaré. La table, elle s'était pas pétée, je m'en souviens de ça. Donc Spike avait fait après son finish à travers la table, ça avait été une belle image à Raw. Mais là, sur ce match du Rumble, ils ont pas beaucoup de temps. Donc le peu de temps qu'ils ont, je trouve qu'ils font quand même bien. Moi, j'aurais aimé plus de psychologie sur la blessure de Spike, parce qu'il est venu avec une minerve. Mais le manque de temps a fait que les catcheurs ont été restreints dans leur job. Donc voilà. Après, il n'y a pas grand-chose à dire. Spike et Taz, ils perdront les ceintures contre Billy et Chuck un mois plus tard. Et c'est le seul titre par équipe pour Taz et Spike à la WWF à l'époque. Et je crois Ouais. même que c'est le premier pay-per-view de Spike à l'époque. Ah non, bah non. Non, parce que Spike, il était déjà là en 2001. Donc, Non, le premier Royal Rumble, ouais, peut-être. ah, Plutôt le premier Royal Rumble, pas premier pay-per-view, pardon. Premier pay-per-view de l'année, quoi qu'il arrive. Oui, ça, voilà. ça c'est sûr. Enfin, c'est jamais, hein, mais. Ah oui, des Non, fois, c'est vraiment le Ah premier non, il Royal n'y avait Rumble pas auquel New participe Year's Eve Spike. aussi, je sais New Year's plus. Revolution est arrivé Oui, pour voilà, New Year, 2005. voilà. Oui, donc là c'est 2005, encore. 2006, 2007, puis ils ont lâché le steak. Puis ben, on va finir sur ce match avec l'avis de Jason Kendricks, donc, qui nous donne toujours ses avis sur les Vintage Racers. On leur remercie
Donc sur ce premier match, il dit que c'est un match plutôt divertissant et agréable à regarder, même s'il est vite oubliable comparé au chef-d'œuvre tag team proposé l'année précédente. Donc voilà. On va donc passer à la suite où William Regal bat Edge pour gagner le titre intercontinental en 9 minutes 45. Regal a effectué le tombé sur Edge après l'avoir frappé avec un point américain. Renault. Ouais, je vais dire que c'est un bon match entre deux catcheurs qui maîtrisent totalement le in-ring. Je le trouve en dessous de ce qu'ils ont proposé le mois d'après, parce que le mois d'après ils se sont affrontés, c'était à No Way Out en février, et je me souviens, je crois qu'il fallait aller chercher un point américain, un poteau. Ça avait été un très bon match. Edge avait saigné du nez même euh, assez abondamment, mais ça avait été un très bon match à No Way Out. Là, je le trouve en dessous, même si ça reste solide. Mais j'ai bien aimé le rythme, et encore une fois, on parlait des souplesses tout à l'heure pour Taz, et William Regal aussi dans les souplesses, il est excellent. Donc ça, c'est très bien. D'ailleurs, Edge fait deux chutes vraiment. Ça fait vraiment peur parce que la première chute, il tombe pratiquement sur son visage, et la deuxième sur la nuque. La fin me gêne un peu avec Nick Patrick, l'arbitre, qui se mange le spear de Edge. On voit le truc arriver d'assez loin. Encore qu'il tombe bien, Nick Patrick, parce que je peux vous assurer qu'à la WCW, des fois, Nick Patrick, comme il tombait, tu lui mettais une droite dans la tête, t'avais l'impression que c'était Bill Goldberg qui lui inspire, justement. Donc c'était bon, Nick Patrick pour tomber, c'est pas ça. Mais en résumé, c'est un match solide de mid-card de l'époque. Donc ça s'oublie, je trouve, tout de même, c'est vrai. Mais ça reste divertissant. C'est ce que dit d'ailleurs Jason Kendricks, il dit aussi que c'est un match divertissant. Si on prend en compte que c'était les débuts de Edge en solo par ailleurs, et que Regal est loin d'être un adversaire facile à combattre. Et il dit que ce match était plutôt bon. Rubenito, est-ce que tu es d'accord avec tout ça? Oui, je suis plutôt assez d'accord avec tout ça. Après, moi, ce qui me gêne, comme dit Renaud, c'est la fin qui est vraiment trop attitudera dans l'esprit. C'était vraiment, je dirais, enfin, statistiquement, ça doit être un match sur 4 qui finissait comme ça à l'époque. Enfin, à peu près, quoi. Après, je pense, enfin, moi, personnellement, je trouve que William Regal, c'est peut-être le meilleur catcheur en termes de grap wrestling qu'a eu la WWE. Pour moi, enfin, au sol, c'est vraiment, enfin, enfin, c'est difficile de faire mieux. Et je trouve que Edge, justement, il en profite bien de ça. Il vend bien toutes les prises. Il est rapide, donc il joue de sa rapidité pendant le match. Et ouais, à part le finish qui est un peu gênant, le match en lui-même, je le trouve vraiment intense. Et j'aime le côté hyper rapide de Edge à l'époque et le côté hyper calculateur et hyper méthodique de Regal dans ce match. Et moi, ça me convient bien ce genre de match. J'aime bien quand deux styles assez opposés se rencontrent. Après, j'étais vraiment surpris. Je me rappelais plus que Regal l'emportait. J'étais vraiment surpris du coup que William Regal devienne champion intercontinental sur ce match-là. C'est bien. De toute façon, c'est toujours une surprise quand Regal gagne. Et conservera le mois d'après contre Edge Ouais. encore dans le match retour en plus. Il nous a régalé. C'est ça. Merci Rubenito. En représentation, donc dans tout vos bons petit théâtre du coin. On va passer au match suivant entre Trish Stratus et Jazz avec Jacqueline qui était arbitre spécial. Je le dis comme si j'étais un nordiste quoi. Et c'est Trish Stratus, la belle Trish Stratus qui reste Women's Champion en 3 minutes 43. Donc match très court. Rubenito. Ah oui, c'était trop court. Enfin, c'est trop court. Après, C'est toujours je trouve pas que ce soit excellent non plus, mais avec C'est trois femmes, on dit toujours c'est toujours trop court. Ouais, c'est Surtout ce que avec ta Trish femme te dit Stratus. tout ça. Après, je trouve que le côté, enfin, l'arbitre spécial, ça n'a pas apporté grand-chose. Et ouais, j'ai bien aimé le Springbok Bulldog qui a passé Trish Stratus vers la fin du combat, enfin vers la fin, le début et la fin, ça se rapproche vu que c'est 3 minutes. Franchement, ce match-là, je l'ai pas trouvé hyper bon. Il y a des matchs de Trish qui sont vraiment très au-dessus. Ça a été l'une des meilleures divas de tous les temps, donc il y a vraiment de quoi voir des gros matchs avec Trish. Et donc, si vous cherchez des gros matchs avec Trish, passez votre chemin sur celui-là, quoi. Renaud. Ouais, totalement d'accord avec Rubenito, c'est très oubliable. Le problème, c'est que Jazz, elle était bookée à ce moment-là comme une diva très forte et elle se fait vite avoir. C'est assez dommage. Ce qui est hallucinant aussi, c'est le finish de Trish. Je pense que tu voulais parler de ça justement, Rubenito. C'est le Stratusfaction. Je crois que tu veux parler de ça parce qu'elle finit aussi par un bulldog, mais c'est un running bulldog pour finir le Ouais, match. non, Mais à un non, moment d'abord, donné,
d'abord elle fait un Springbok Bulldog. Ouais, voilà, mais elle Pour le appelle ça. compte de 2, Jazz, elle retourne. Voilà, c'est ça, on est d'accord. Et puis elle lui fait un DDT, je crois, il me semble. Et après, elle tente de l'envoyer dans les cordes. Oui. Et pour le faire son finish, elle la contre avec le Stratusfaction. Mais non, c'est autre chose. Enfin, c'est juste Non, avant. non, tu te trompes, parce qu'elle finit vraiment avec un running bulldog, et le Stratusfaction, elle le passe, justement, elle le passe, comme tu Oui, dis. elle le passe pour la victoire. Mais Et non, elle le passe pas pour la victoire, elle le passe, et et ça fait compte de 2 avec Jazz qui vend pas du tout la prise. Tu te trompes. Le ah, Stratusfaction. Ah ouais, le Stratusfaction, elle le passe, et c'est ça, moi, justement, je qui l'ai m'a. vu cet après-midi, ça me paraît Écoute, bizarre. je t'assure. Le Stratusfaction, c'est ça, elle le passe, et Jazz se dégage à un compte de 2 mais comme si rien n'était. Et elle reprend D'accord. l'avantage derrière. Regarde les Stratusfaction sur YouTube, tu verras. Ouais, non, mais j'en ai vu plusieurs. Et c'est ça qui est dommage justement. Et elle termine après avec un bulldog, avec un running bulldog. D'un côté, ça change, mais le Stratusfaction, ce qui me gêne, qu'elle gagne pas sur ça, je m'en fous. Mais c'est pas vendu. Il est pas vendu par Jazz. Elle se relève derrière comme si rien n'était, quoi. Elle reprend même, comme tu dis, elle reprend aussi l'avantage juste derrière. C'est ça qui est assez choquant. Après, bon, sinon, Trish, elle va, non, Jazz, pardon, elle rechopera la ceinture en février. Dans un Raw contre Trish, et son règne sera assez long, plusieurs mois, plusieurs mois, elle va vraiment surdominer la division des divas, Jazz, avant de perdre contre Trish à Toronto chez elle, quelques temps après. Donc, pour être honnête, elle avait rien d'exceptionnel, Jazz, en plus, que ce soit dans le ring ou dans le perso. Non, non, c'est clair. Donc, c'est bizarre qu'elle ait eu autant, enfin, une grosse période de domination comme ça. Elle devait coucher avec les bons. Oh, c'est quoi cet élan de sexisme? Jason Kendricks, pardon, dit lui aussi que le match est très court et que c'est assez décevant, qu'elle aurait bien pris son pied à avoir un réel affrontement entre les deux catcheuses. Ah, on prend toujours son pied avec les divas. Voilà, c'était l'élan sexiste de la soirée. On va passer à la suite avec un match un peu plus long, enfin, avec Ric Flair qui a battu Vince McMahon dans un street fight en 14 minutes 55. Flair a fait abandonner McMahon sur le Figure 4 leg lock. Encore un qui copie la prise du Miz. Renault. Je pense qu'ils ont fait ce qu'ils ont pu faire au mieux de leur capacité physique à ce moment-là. Ric Flair n'avait plus catché depuis la WCW. La dernière fois qu'il avait catché, si je dis pas de bêtises, c'était contre Sting à Nitro 2001. Il n'avait plus recatché. Heureusement qu'il y a la stipulation Street Fight, parce que c'est souvent le cas dans les matchs de Vince McMahon. Heureusement, cette stipulation elle permet en fait à un gars hyper faible dans un ring de sortir un match potable. Et là, c'est le cas de Vince McMahon. C'est souvent ça dans ses matchs. Je préfère tout de même le Street Fight qu'il aura en 2003 à WrestleMania 19 contre Hulk Hogan, qui est bien meilleur, avec Vince qui fera même une descente de la cuisse du haut d'une échelle à travers la table sur Hogan. Donc ça, c'est assez rare pour être souligné. Mais là, sincèrement, hein, il n'y a pas grand-chose, quoi. Il y a des atémies, des droites. Bon, il y a le côté dramatique grâce au sang. Mais sinon, il y a pas grand-chose à en tirer de ce match. Moi, je pense qu'ils ont fait au mieux. Voilà. Mais après, c'est sûr que c'est oubliable, encore une fois. Ou Benito. Ah, moi, je pense que c'est une purge. Je pense que c'est plus oubliable, mais c'est une purge pour moi. J'ai regardé ça donc cet Sur l'échelle après-midi. Vince McMahon contre Bret Hart à WrestleMania. Ah, c'est un tout petit peu au-dessus. Ouais. D'accord. Parce qu'il y a une histoire qui est plus forte avec Bret Hart, du coup, c'est pas si loin derrière, hein, franchement. À part que oui, comme dit Renaud, à part que Flair se démerde à s'ouvrir la tête, on sait pas trop sur quoi d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas de prise vraiment hardcore, je trouve. Il y a Ouais, pas c'est sur la de projection dans la Oui, je barrière, sais, quoi. oui, oui, C'est oui, pourri, voilà. On a l'impression que à cette époque-là, tu t'ouvrais la tête c'est clair. enfin, assez difficilement, enfin, je veux dire avec des prises qui étaient assez puissantes, mais là sur un écrasement de tête sur la barrière, enfin voilà. Et non, après, ouais, le match, je le trouve pourri. Après les deux, enfin, Flair a 53 ans à l'époque et Vince a 57 ans, donc c'est assez compliqué de sortir un match potable avec un des deux qui est pas un catcheur en plus, même si Vince McMahon a apporté enfin, a fait beaucoup de grands matchs, en tout cas des matchs mythiques, même si c'est pas des grands matchs dans l'absolu. Mais ouais, non, franchement, il y a rien à voir. C'est à coup de low blow, sans arrêt. Enfin, voilà. Je trouve que c'est ce qui était détestable à cette époque. On parle toujours d'une époque bénite du catch dans ces années-là. Moi, je trouve que ce genre de match-là, c'était hyper détestable. On vous sert ça aujourd'hui, tout le monde chiale, quoi. Alors qu'à l'époque, c'était des génies. Jason Kendricks est d'ailleurs assez d'accord avec vous. Il s'interroge, que dire, ce match fut pour moi une tannée à regarder.
C'était fade du début à la fin. Ric Flair, c'était son tout premier match depuis plus d'1 an. Et honnêtement, il était plus vraiment au niveau sur ce match. Et McMahon sur un ring, ça ne casse pas trois pattes à un canard. Alors en plus, contre un Ric Flair à la ramasse, non merci. C'est le vote sanction de Jason Kendricks. Et vous lui donnez raison. On va passer donc à la suite avec Chris Jericho qui bat The Rock pour conserver le titre Undisputed de la WWF en 18 minutes 48. Jericho a effectué de tomber sur The Rock après un coup dans les parties intimes et un roll-up avec les 2 pieds dans les cordes. Plus que ça, tu meurs. Rubenito. Bah, c'est exactement pareil que ce que je disais tout à l'heure. C'est le genre de finish hyper attitudera. Sauf que là, tout ce qui se passe avant, c'est bon, pour une fois. Ça m'a enfin, je me suis demandé pourquoi on me demandait de regarder ce pay-per-view pour en parler. Et avec ce match-là, j'ai enfin compris. Pour moi, Jericho a été très très bon, que ce soit dans l'attitude, dans la psychologie, dans les prises, dans son selling, dans le storytelling du match. Pour moi, il a été très très bon. Et on voit pour moi, il est clairement au-dessus de The Rock, même à cette époque-là où The Rock était vraiment au top. The Rock, il fait sa chanson, il fait toujours à peu près pareil dans le ring, même si c'est très bon, hein. Franchement, c'est très très potable, hein, ce qu'il fait. Sauf que c'est à peu près toujours pareil. Mais Jericho, ça faisait pas très longtemps qu'il était là, ou en tout cas qu'il était dans le main event. Et du coup, il apportait vraiment une fraîcheur, il apportait quelque chose de nouveau à la WWF à l'époque. Et ouais, dans ce match-là, ça se voit vraiment. Bon, la fin, ouais, c'est un peu cheap, mais bon, c'est pas grave parce qu'il s'est passé tellement de choses avant que finalement, la fin, elle est oubliable sur ce match-là. Je sais pas ce qu'en pense Renaud, mais pour moi, c'est ça, quoi. Moi, je suis totalement d'accord avec toi. Je suis totalement d'accord avec Putain, toi. mais on est tout le temps d'accord, ça me Ouais, fait peur. et ouais, ça fait peur, mais bon, c'est la réalité là. Je peux pas aller contre ton avis, Pourtant, vraiment on pas. couche plus ensemble, là, depuis quelque Ben temps. non, ça fait depuis quand? 3 jours? Depuis 2002. Ah mince, ok. Ah, Les histoires de sexe de Russell Radio. non, mais bon, sincèrement, je suis obligé d'aller dans le sens de Benito parce que c'est un très bon combat entre deux catcheurs qui ont une alchimie parfaite dans un ring. Ils sont affrontés plusieurs fois. Bon, pour moi, la référence, ça reste No Mercy 2001, pardon. C'est ce que j'allais dire, ouais. Ouais. C'est mieux à nos merci quand même, mais bon, ça n'empêche que c'est Non, un oui, très... ça n'empêche, c'est un très bon match. No Mercy 2001, je pense vraiment là, le Rock, il est quasiment sur la même longueur d'onde que Jericho, quasiment au même niveau. Et ça donne un match superbe où Jericho était devenu champion du monde poids lourd à ce moment-là, à No Mercy 2001. Super combat. Là, au Royal Rumble 2002, c'est aussi très bon, hein. C'est vraiment un très bon match avec une alchimie très bonne. J'ai aimé le rythme, l'enchaînement des prises. Jericho dans tout ce qu'il fait, à ce moment-là, c'est de l'or, quoi. C'est super. J'ai bien aimé aussi le spot à travers les tables, parce que ce spot à travers les tables, en fait, le Rock, il porte le Rock Bottom sur Jericho, mais il se place sur la table des commentateurs mexicains pour faire son Rock Bottom sur les commentateurs américains, sur la table des commentateurs américains. Alors que d'habitude, quand il porte son Rock Bottom à travers une table, le Rock, il est exactement sur la table en question qui va se casser, si vous voyez ce que je veux dire. Et d'ailleurs, des fois, en faisant ça, il perd les appuis et la table, elle se casse avant. C'était arrivé contre CM Punk assez récemment. C'était arrivé aussi dans un match entre Triple H, Kurt Angle et le Rock, mais là c'était Triple H qui avait voulu faire son pedigree, la table avait lâché sous le poids des catcheurs. Mais là ce qui est bien, c'est que justement il est sur la table des Mexicains, et de la table des Mexicains il porte son rock bottom jusqu'à la table des Américains. Donc ça au niveau spot, c'était très bon, c'était très bien fait. Jericho, bon lui c'est le top heel, donc il gagne grâce au coin enlevé, on l'oublie même, hein, carrément, je sais pas pour toi Ouais. Benito. Ouais. Ouais, On n'y pense franchement, pas le vraiment à coin ça. qu'il a enlevé très tôt dans le match, on oublie qu'il y a plus ce coin-là, et il met en plus de ça les pieds dans les cordes. En Il plus, vient, d'habitude, le mec qui enlève le coin, c'est lui qui se fait avoir avec ça, c'est vrai en et là plus. finalement, non. Ouais, là c'est un des rares matchs, c'est vrai ce que tu dis. C'est un des rares matchs où le gars qui a enlevé le coin utilise le coin pour lui, quoi. Donc C'est ça vrai que c'est bien. ça casse les codes un peu. Ouais. Ouais, là aussi, et je voulais juste dire aussi qu'ils ont été champions par équipe, hein, pour dire la chimie qu'ils ont ensemble. Même s'ils s'entendaient pas dans la team, ils les ont quand même mis en équipe. Et ils ont été champions par équipe, c'était en octobre 2001 ou novembre, enfin fin 2001 sûr. Et ils avaient perdu contre Test et Booker T. Mais ça avait été une bonne team aussi. Le peu que ça a duré, c'était pas mal ensemble aussi. Voilà. Jason Kendricks dit que ce match lui a purement et simplement redonné le sourire. Jericho était juste au sommet de son art. The Rock, même si c'est toujours un peu la même chanson sur un ring, ça marchait très bien face à Jericho. Et il dit qu'il préfère franchement ce match au Jericho contre Triple H de WrestleMania 18. Après, la fin du match l'a un peu gêné, dans le sens où Jericho a eu besoin de 3 mecs plus un arbitre pour battre The Rock. Ce n'est pas ce genre de fin qui donne du crédit à un champion. Ah, Pierre, si je peux réagir sur ça, Fait donc, c'est justement, fait pour.
Mais ce qu'il y a, c'est que Jericho, son règne s'est donc arrêté à WrestleMania 18 contre Triple H. Mais le règne, il est très bon en qualité in-ring, ça, il n'y a aucun souci. Mais il était tellement heel, c'est que tous ces matchs, c'est comme ça. Je veux dire, quand Jericho devient champion du monde indisputé, c'était à Vengeance 2001. Donc il gagne le Rock une première fois, puis après il affronte Stone Cold Steve Austin. Pour gagner Stone Cold Steve Austin, il a besoin de l'aide de Vince McMahon. Il a besoin surtout, et ça beaucoup l'ont oublié, c'est Booker T en fait. Booker T qui met KO Austin grâce à un coup de ceinture, et Jericho fait le tomber derrière. Et après le Royal Rumble 2002, il y a No Way Out 2002 donc, c'est le mois d'après février, il affronte encore une fois Stone Cold Steve Austin, il bat Stone Cold Steve Austin pour conserver, et c'est grâce à la NWO, Hogan, Nash et Scott Hall qui sont intervenus frapper Stone Cold Steve Austin. C'est un peu ça le règne de Jericho, je veux dire jusqu'à la fin ça aura été ça quoi. Oui, mais voilà, après, c'était vraiment inclus dans son personnage qui Complètement. gagne ses matchs de manière cheap. Mais du coup, c'est pas décrédibilisant parce que c'est décrédibilisant s'il a un règne de 3 semaines. Mais vu qu'il a eu un règne très long et quand même avec des adversaires hyper prestigieux, peu importe comment il gagne. Enfin, je veux dire, si M Punk, il a pas perdu en crédibilité quand il est aidé par The Shield, quoi, pour battre Ryback ou ou pour battre, C'est pour ça. gagner des matchs ou par Brad Maddox ou peu importe, il a pas perdu en crédibilité, il a été champion 434 jours et on n'a pas dit oui mais il aurait dû être moins parce qu'il y a eu The Shield, on s'en fout. La crédibilité du champion n'est pas dans le final des matchs. C'est par rapport aux adversaires, aux rivalités et là à cette époque-là Jericho, franchement dans le ring, il marchait sur l'eau quoi. Franchement, j'avais pas souvenir qu'il était si fort en fait. Du fait qu'on le voit aujourd'hui, même s'il est toujours très fort, très habile, etc. J'avais pas souvenir qu'il était vraiment 4 crans au-dessus de ce qu'il est aujourd'hui en 2014, quoi. C'est sûr qu'il doit y avoir une sacrée différence quand même. On va terminer donc avec un match un peu connu, un Royal Rumble match à 30. Le meilleur Rumble de tous les temps probablement, vu que c'est Triple H qui le remporte en 1h 9 minutes et Non, 22 franchement, secondes. il y a mieux, Pierre. Hein. Hein? Sacré Pierre. Mais non, voyons. Moi, Euh, je veux dire un truc tout con sur ce Rumble, et un truc qui manque dans les Rumbles d'aujourd'hui, c'est la façon dont c'est filmé. Je veux dire, je trouvais ça bien que l'axe de la caméra, il soit en face de l'entrée pour cette... ah oui, tu vois, enfin, vous voyez ce que je veux dire? oui, oui, Maintenant, les Rumbles, ils sont filmés comme les comme autres. d'habitude, quoi. Je veux dire, sur le côté, avec les commentateurs qui sont sur la droite et l'entrée sur la gauche. Tandis que là, à cette époque-là, ils étaient filmés avec les commentateurs. En fait, la caméra est derrière les commentateurs et on voit l'entrée. Et je trouve que c'est vraiment génial pour la mise en scène du truc. Je trouve que c'est ce qu'il faudrait aujourd'hui. Voilà. Après, bon, pour la qualité du match, on en reparlera. Oui. Donc Triple H remporte ce Rumble. Les deux derniers participants étaient Triple H et Kurt Angle. Triple H a balancé Angle par-dessus la troisième corde depuis l'arrière pour l'emporter. Triple H était entré en 22e donc. Vas-y Rubenito, t'as débuté. Oh, bah, Lance-toi. alors, c'est difficile Mais de ouais, traiter un match d'1h10 parce que ça a été le plus long Rumble d'ailleurs de l'histoire. À part celui de 2011, mais il y avait 40 participations, donc c'est un peu biaisé le fait que celui de 2011 était plus long et il le bat que de quelques secondes en plus hein, en termes de longueur. Après oui, il y a du star power dans le match puisqu'il y a Stone Cold, il y a Triple H, il y a Angle, il y a des gros noms, mais le match en lui-même, je le trouve franchement c'est pas jusqu'à ce que les top players arrivent vers la fin, voilà, on va dire autour des 15 17e. Il n'y a pas grand-chose qui se passe avant, à part avec Undertaker qui détruit Maven, mais ça Renaud il va nous en parler un peu plus en détail. Mais je trouve que voilà, la fin est très intéressante et très bonne. Le final à deux, il est très très bon avec Angle qui domine quand même assez Triple H et qui se fait battre un peu par bêtise, un peu comme on voit dans un Rumble sur deux. Le mec que tu crois avoir éliminé, qui est pas éliminé, qui revient et qui t'élimine. Donc ça, c'est un peu usé et surusé aujourd'hui, ce genre de finish. Mais sinon, oui, non, Angle, il fait une grosse prestation, je trouve, dans le match parce qu'il prend beaucoup de prises, il prend beaucoup de finish, un peu de tout le monde. Et je trouve ça bien. Enfin, je trouve ça une bonne prestation pour lui. Après, Triple H fait aussi une bonne prestation. Il élimine pas grand monde d'ailleurs. Il doit éliminer 4 ou 5 catcheurs. Et Stone Cold élimine son 36e catcheur dans ce match. À cette époque-là, il sera battu, pareil. Le record sera battu par Michael, je crois, en 2010, il me semble. Voilà. Avant de passer à Renault, je vais lire l'avis de Jason
Kendricks, qui dit qu'il a vraiment aimé ce match, surtout grâce à la deuxième moitié. Donc un peu comme Rubenito, c'est Ouais. avec l'arrivée des top stars. Au début, ça peine vraiment à démarrer, mais une fois que c'est lancé, c'est vraiment un régal. J'ai adoré le fight à l'extérieur entre Maven et Taker, et également la prestation de Perfect dans ce match. J'aurais adoré voir une victoire d'Angle, car un Angle versus Jericho en main event de WrestleMania 18 m'aurait vendu du rêve, mais néanmoins, la victoire de Triple H était toute logique. Ouais, mais faut savoir, excuse-moi Renaud, je Je t'en prie, prends un je t'en petit peu la prie, pas de parole. souci. Faut savoir qu'à l'époque, Triple H, c'est vraiment, il est sur un retour, hein, c'est ça, Renaud? Ouais, il Donc, est sur un il retour. revient un petit peu avant le Rumble et c'est vraiment, si vous voulez, c'est ou lui ou Stone Cold qui peuvent gagner le Royal Rumble. Il y a personne d'autre en fait. Donc on se demande qui va gagner des deux. On s'attend à ce que d'ailleurs le final ça soit entre les deux. Et finalement Stone Cold se fait sortir, il revient, il fracasse tout le monde. Mais ouais, Triple H dans la hiérarchie de l'époque, il est largement au-dessus de Kurt Angle. C'est pour ça que c'est pas Angle qui gagne quoi. Vas-y, à toi Renaud. Voilà, ouais, c'était les deux gros favoris. Les deux gros favoris à ce moment-là, c'est Austin et Triple H, qui avaient déjà fait équipe en 2001 dans les Power Trip. Ils étaient champions par équipe et Triple H s'était blessé gravement au genou dans un match contre Chris Benoit et Chris Jericho. Ils avaient perdu les ceintures par équipe à ce moment-là, c'était à Raw. Donc il était parti, on l'avait plus revu. Et là, il revenait. Quelques temps avant, il était revenu au dernier Raw, je crois, avant le Rumble, un truc comme ça. Donc c'était pour ça, c'était le face-à-face à un moment donné. D'ailleurs, ils se rencontrent dans le ring et c'est le face-à-face. Bon, voilà. Ce que je veux dire aussi, c'est que déjà, je suis très content parce que c'était le retour de Goldust à ce moment-là. J'avais plus revu Goldust. Et ce que j'ai aimé, c'est que d'ailleurs, la WWE, elle a fait rentrer Goldust en numéro 2. Ça fait qu'on a pu profiter de l'entrée mythique de Goldust avec les confettis qui tombent, tout ça. Il a bien pris son temps dans son entrée. Ça, j'ai trouvé ça déjà cool par rapport à Goldust. Après, c'est un Rumble qui est découpé en plusieurs parties. En fait, j'ai l'impression. Parce que la première partie, elle s'arrête à l'élimination d'Undertaker, j'ai envie de dire, qui était Oui, c'est devenu. ça. Voilà, c'est ça à peu près. C'est devenu un. À ce moment-là, Taker était devenu un gros heel parce que il avait passé une année 2001 assez loin des main events, où il avait fait surtout équipe avec Kane. Bon, ils avaient des très gros matchs, attention, hein, mais ils faisaient pas tous les main events. Ils avaient été champions ensemble et tout. Là, il avait tourné heel en obligeant Jim Ross à rejoindre le Kiss My Ass Club de Vince McMahon. Il avait carrément pris la tête de Jim Ross, il avait foutu dans les fesses à Vince. Il avait tourné comme ça et après il était rentré en feud avec les Hardys. D'ailleurs, il les rencontre encore là au Rumble avec les Hardys. Il y a encore une histoire qui se passe dans le match. Donc lui aussi, il était dans une petite liste de catcheurs, 4 catcheurs à peu près favoris, parce qu'il avait changé, justement, il était devenu heel, donc c'était un nouveau Undertaker. Oui, Euh, c'est aussi Renault parce que à cette époque-là, Undertaker, quoi qu'il arrive, il pouvait être favori de tous les matchs, mais quoi. c'est ça, et ce qui est bizarre justement, c'est qu'on se disait Rumble après Rumble, mais c'est pas possible, Undertaker il va gagner un Rumble un jour. Parce qu'Undertaker, c'est un gros nom, mais Undertaker, il n'a jamais été finaliste d'un Rumble. À part à partir du Rumble l'année d'après, 2003, et il gagnera ensuite le Rumble 2007. Mais avant ce Rumble 2002, l'Undertaker, qui était déjà un grand nom dans les années 90 et tout, n'a jamais été finaliste d'un Rumble. Et pourtant, c'était un personnage qui était aussi fait pour le Rumble, hein. Ce genre de personnage-là peut largement gagner un Rumble sans Oui, problème. indestructible, C'est etc. clair. Donc c'était voilà, c'était assez. Il pouvait être dans cette petite liste déjà de catcheurs. Ce qui se passe, c'est qu'il se fait éliminer, comme tu disais tout à l'heure, très vite, par Maven. Maven, c'était un jeune catcheur qui avait gagné Tough Enough, cette fameuse émission qu'il y avait à l'époque, où elle est restée jusqu'à. Je crois que Steve Austin en a fait un Tough Enough aussi assez récemment avec Booker T, tout ça. Ouais, Ouais, c'est ça. Voilà, comment il s'appelait? Adam Levine qui avait gagné, et, il me semble. qui avait été contrôlé après positif, je crois. C'est un truc Exactement. Voilà, ouais, c'est ça. Alors, avant d'être contrôlé positif, il faisait un boulot très important, c'est-à-dire qu'il était dans l'arène de la FCW, mais il catchait pas. Ouais, d'accord, ok. Voilà, c'était un gagnant utile. Donc là, Maven, lui, il gagne de Tough qui était à l'époque géré par Al Snow. Il essayera de faire pareil d'ailleurs, et ça c'est très bien fait. La WWE, des fois elle oublie, des fois elle oublie pas. Et là c'est très bien fait parce que l'année d'après, au Rumble 2003, il est encore là, Maven. Et il refait exactement pareil. Il y a Undertaker qui est dans le ring, il lui fait un dropkick dans le dos, et il est persuadé qu'Undertaker est passé par-dessus la troisième corde, sauf que le Taker il a pas bougé quoi. Donc il se retourne et le Taker lui fout un choc slam et l'élimine. Ça c'est le petit clin d'œil au Rumble 2003. Mais là il élimine Undertaker au Rumble 2002, c'est une énorme surprise parce qu'il n'était pas du tout Et attendu. il a une pop de folie d'ailleurs quand il élimine. C'est là que ça prouve aussi qu'Undertaker était vraiment un heel assez C'est détesté. vraiment impressionnant, la pop. Moi, ça m'a impressionné, quoi. Il reçoit une pop de malade et l'Undertaker se venge. Et là aussi, ça prend du temps parce que si vous avez remarqué, l'entrée aussi donc du catcheur d'après, ce que j'appelle la deuxième partie, c'est Christian qui va arriver. Ça met beaucoup de temps parce Non, que non,
Scotty Scotty aussi, mais ouais, il lui met Scotty une droite, Tucci, il il lui met une laisse droite. allonger 5 minutes par terre. Voilà, c'est ça, exactement. Puis après, il y aura Christian qui arrive. Donc ça, déjà, ça prend aussi pas mal de temps, ce qui rallonge le Rumble. Undertaker monte dans les tribunes, déjà met un gros coup de chaise à Maven, puis après il monte dans les tribunes. Maven finit dans les popcorn. Il balance la tête à Maven dans les popcorn. Maven gagnera le titre face à Undertaker, un titre hardcore. C'était en février 2002, donc Undertaker est devenu fou avec Maven. De toute façon, il a cru péter un câble au début de l'année 2002, grâce au Rock, hein, parce que c'était le Rock qui était venu porter un rock bottom au Taker. Enfin Et voilà. ça fait penser un peu à l'histoire One Two Three Kid avec Razor Ramon. Pour Ouais, ceux qui c'est se vrai. rappellent. Entre une grosse méga star déjà avec un gros nom, donc Razor Ramon c'était pareil, et le Kid qui le battait, là c'est un peu ça. Ouais, c'est vrai que ça ressemble. Bon après il y a une deuxième partie avec, comme je dis, avec Christian, parce que Scotty on le compte pas, il a été mis KO de suite par Taker. Il y a Christian, il y a DDP qui est là aussi, qui fait son premier Rumble. Malheureusement. Ouais, DDP qui est donc utilisé comme on le dit à chaque fois. Ben voilà, c'est le DDP C'est de la la tristesse, parce que WWF. c'est notre copain du DP, vous le savez, et c'est de la tristesse de voir que même son élimination, elle est pas filmée, quoi. Voilà, ça prouve. Même Ça l'élimination de prouve, DDP. ouais, voilà. Ça prouve que le mec a été 3 fois champion du monde. Eh ben, on filme même pas l'élimination, il reste 5 minutes sur le ring. Mauvaise utilisation de la WCW à l'époque. Ouais, non, c'était très mal fait. Et puis après, On pourra parler de Booker T aussi un peu plus tard. ouais, Booker T aussi, c'est clair. Booker T aussi, ça prouve, hein. Et puis, ce que j'ai bien aimé, ce que j'ai envie de retenir aussi, c'est la performance de Mr. Perfect. Mr. Perfect, la dernière fois qu'il avait catché dans un ring de la WWF, c'était au SummerSlam 93. Il était resté à la fédération, bien sûr, parce qu'il s'était fait très très mal au dos. Vince l'avait gardé en tant que commentateur fin 95, 1996. Il était parti après à la WCW. Il avait eu un bon passage là-bas. Il avait été dans la NWO. Il avait été aussi champion US en battant Mongo McMichael. Il avait conservé contre des noms intéressants à la WCW. C'était un bon catcheur là-bas. Il avait conservé contre Benoit, Jared DDP d'ailleurs aussi, Flair Luger, le Giant. C'était un catcheur très solide, perfect. Et là, il revient. Je l'avais vu sur la fin de la WCW aussi en 2000. Il faisait encore des bons matchs et des matchs potables. Là, j'ai bien aimé sa prestation. D'ailleurs, les gens ont bien réagi aussi à l'arrivée de Mr. Perfect. Personne ne l'avait oublié. Donc, je voulais le souligner aussi, puisque malheureusement, il va mourir un an plus tard. Et c'est aussi un des gars qui a entraîné Brock Lesnar. Faut le savoir que Brock Lesnar aussi, quand il a appris les bases du catch, il les a appris avec Mr. Perfect. Il y a pire. Il y a pire, ouais. Je crois qu'on a fait le tour du sujet, en tout cas, messieurs. Donc Triple Oui, H, il n'y a pas grand-chose d'autre à dire. oui. Il y a des participants qui sont un peu anecdotiques, voilà. Et puis après, il y a des trucs qui m'énervent un peu, comme je disais, un peu le traitement des anciens de la WCW. Quand on voit comment Booker T est éliminé, je sais pas, j'ai pas compté combien de temps il est resté, mais il a dû rester 3 minutes maximum. Alors, Il prend un Booker T, stunner au milieu du ring et il saute lui-même par-dessus la 3e corde. Je trouve que Booker c'est un T, on peu... l'annonce en 33 secondes. Ouais, 33 secondes, ouais, j'ai vu Alors, 3 minutes. sur Wikipédia, C'est on comme l'a- avec ma femme. Elle me alors dit que ça qu'il est dure en 30 dernier secondes, rentrant. ça dure 3 minutes. Oui, voilà. Alors qu'il est dernier rentrant en plus. Ouais, c'est ça, c'est ça. Généralement, les 30e, ils ont un impact sur le Rumble. Après, il y a un truc aussi, moi, que je voulais dire, c'est aujourd'hui, un Rumble, on pourrait pas l'imaginer sans une top star qui arrive dans les 3 premiers. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, Renaud. Aujourd'hui, un Rumble, il commence toujours avec un énorme nom dès le début, quoi. C'est vrai qu'il y a un nom Il y a vers le eu, début il y a qui eu arrive. du, il y a eu du ouais, CM Punk l'année dernière, il y a eu Jericho, il y a eu, enfin, il y a toujours un gros nom qui est au début parce qu'il faut amener du star power dès le début. Et justement, ça amène des grandes prestations pour des mecs qu'on a envie qui restent longtemps dans le ring et de souligner le fait qu'ils restent longtemps. Tandis que là, le premier gros nom qui rentre, c'est Undertaker, quoi. Il rentre assez tard 8e. dans le match. Il Comment, rentre, Pierre? il rentre 8e. Ouais, 8e. Bon, ça fait déjà 16 minutes de match, quoi. C'est clair. Donc aujourd'hui, on pourrait pas se passer d'un top guy pendant 20 minutes sur un Rumble, quoi. C'est pas possible. Ouais, c'est sûr. Après, ben, la victoire de Triple H l'amène à WrestleMania 18. Hein. Donc, Je l'amène à WrestleMania 18 où il prendra les ceintures à Chris Jericho avant de les reperdre un mois plus tard face à Hulk Hogan qui redevient champion du monde à Backlash. la À ce, logique. mo- à ce moment-là, les deux ceintures avaient été unifiées en une ceinture. Mm. Quand Hogan la reprend, Hogan la reperdra à Judgment Day face au Taker. Puis bon, après, c'est de l'histoire. Mais ouais, c'était pratiquement couru d'avance que Triple H remporte ce match. Même s'il y avait Stone Cold Steve Austin, mais Stone Cold Steve Austin avait déjà fait beaucoup de choses dans un Rumble. Il avait gagné le 97, il avait gagné le 98, il avait été finaliste du 99, il avait gagné le 2001. Bon, je veux dire, bon, c'était pas non plus hyper choquant quand Stone Cold Steve Austin ne gagne pas celui-là, quoi.
Bon, bah messieurs, je pense qu'on a fait le tour du pay-per-view. Je vais vous demander votre avis global, mais en attendant, je vais donner celui de Jason Kendricks. Il dit que ce Royal Rumble est divertissant à regarder. À part pour le match Ric Flair contre McMahon, le reste est vraiment agréable. Le Royal Rumble match est très plaisant à regarder, même si c'est loin d'être le meilleur. En tout cas, c'est un bon pay-per-view. Il lui donne la note de 6,5. Rubenito, ta note sur ce pay-per-view et la vie globale. L'avis global, c'est que c'est un pay-per-view qui est bon par deux matchs, on va dire. Donc le Rumble match, qui est toujours bon. Franchement, il y a pas de Rumble match qui sont vraiment mauvais, c'est très rare. Le match pour le titre de champion du monde, qui est très bon. Donc moi, je lui mets un petit 6, on va dire, parce que je suis assez déçu du reste et je suis pas mal déçu aussi du nombre de du nom des catcheurs qu'il y avait quand même à l'époque, quoi. On se faisait une blague avant de faire le vintage en disant que tous les gros noms presque étaient encore là, ou presque, quoi, on va dire. En tout cas, il y avait beaucoup de gros noms à l'époque qui sont encore là. Donc finalement, à part Stone Cold et Kurt Angle, il y a pas d'énormes big names dans le Rumble qui nous manquent beaucoup aujourd'hui, quoi. Renaud. Ça craint si je dis 6, moi aussi. Non, ça craint pas parce qu'il y a le 6,5 de Jason que je vais compter. Bon, bah, je vais dire 6 encore, hein. Benito, excuse-moi, mais je vais dire 6. Je vais dire 6 parce que je pense On ne se aussi. quitte plus, on ne se quitte plus. Ah, c'est terrible, mais le Jericho Rock et le Rumble match, oui, voilà, c'est pour ça aussi. Le premier match est malheureusement trop court, mais pas mauvais. Le Edge Regal est aussi très sympa à regarder, mais ça s'arrête là. Après, le match des Divas, on peut largement passer. Et puis le Flair McMahon est une vraie déception. Donc je vais mettre 6 sur 10. Et juste aussi, pour revenir très vite sur le Rumble, assez déçu pour Kane, qui est un grand nom du Rumble. Pas un favori, mais un grand nom par rapport aussi à la prestation de 2001 où il avait été excellent. C'est son Rumble le 2001. Et lui qui a toujours eu le record jusqu'à ce que Roman Reigns le batte, le record récemment. Là, le Rumble 2002, c'est vraiment pas son soir à Kane, il va pas y rester longtemps non plus. Donc ouais, 6 sur 10, j'ai passé tout de même une bonne soirée. Ce qui nous donne une moyenne épique de 6,16. Enfin, 6,17 si on arrondit au centième près. Du coup, ben, c'est un pay-per-view vintage agréable. Mais bon, bah, faut regarder les deux derniers matchs en priorité, quoi. C'est exactement je ça. pense que c'est le message qui doit être transmis. Oui, si vous avez Peut-être qu'une un heure et petit demie et pas détour. 3 heures, regardez Voilà. les deux matchs. Et peut-être un petit détour par le Edge William Regal, quoi, parce que ça fait toujours plaisir. C'est une affiche qui est pas courante, quoi. Tout de même. Ou sinon, on conseille celui du mois d'après. Exactement. Voilà. Donc du coup, voilà ce pay-per-view. Donc il y a un 6,17. On va vous donner donc le Twitter @WrestlesRadio pour nous suivre. Après, il y aura donc le live le 28 janvier, il me semble. Je vais vérifier ça. Non, le 29 janvier. Voilà. Le prochain live, donc le 29 janvier sur le Royal Rumble 2015, ne vous trompez pas. Sur Facebook, Resseuse Radio, entre parenthèses officielles, vous y retrouverez l'événement du live pour pouvoir vous rappeler que c'est à 20h45 le jeudi et pouvoir dire que vous serez là. Ce podcast est disponible sur archive.org si vous voulez le télécharger ou sinon sur iTunes. Et vous êtes peut-être en train de l'écouter sur YouTube. Et donc on vous conseille de cliquer juste en dessous, là, voilà, le petit bouton rouge, pour vous abonner à la page et ainsi être prévenu des arrivées des vidéos et des prochains lives. Nos partenaires VoiceCatch, qui est toujours là et qui nous héberge toujours, avec un site à part maintenant. FNLutte, qui diffuse toutes les interviews. Donc récemment, l'interview de Eddie Caroui est sortie. Eddie Caroui, donc club trotter du catch français, qui est allé un peu partout, Corée du Nord, Guatemala, Mexique, enfin bref, ça fait rêver un petit peu. Et aussi l'interview de Jeff Jarrett, évidemment, ou DZP, en tout cas les dernières interviews qu'on a fait sur le mois. Vous pouvez aussi retrouver sur le site l'interview de Sonjay Dutt qui est par écrit. Donc voilà, c'est pour ça qu'il faut aller sur wr.voicecatch.fr.
Et voilà, et vous retrouverez donc rapidement l'interview de Sonjay Dutt. Il y a aussi le forum de simulation sur WWE 2K15, Wrestling Evolution League, le forum Catch Asylum et la radio Revolt. On va probablement annoncer prochainement d'autres partenaires parce qu'on cherche toujours d'autres partenaires pour diffuser le podcast. On vous remercie de nous avoir suivis. Donc le prochain podcast le 29 janvier à 20h45 sur le Royal Rumble 2015. Et donc à la prochaine tout simplement. Salut. Salut les amis. Je suis Charlie, au revoir. Time to play the game. Time to play the game. It's all about the game and how you play it. All about control. And if you can take it, all about your debt. And if you can pay it, it's all about pain. And who's gonna make it? I am the game, you don't wanna play me. I am control, no way you can shake me. I am heavy debt, no way you can pay me. I am the pain, and I know you can't take me. Look over your shoulder, ready to run like a Cleveland bitch from a smoking gun. I am the game, and I may lose. So move on out, you can die like a fool. Try to figure out what my move's gonna be. Come on over, circle, why don't you ask me? Don't you forget there's a price you can pay. 'Cause I am the game and I want to play. It's time to play the game. Time to play the game. It's all about the game and how you play it. It's all about control. And if you can take it, it's all about your debt. And if you can pay it, it's all about the pain. Who's gonna make it? I am the game. You don't wanna play me. I am control. There's no way you can shake me. I am your debt and you know you can't pay me. I am your pain and I know you can't take me. Play the game, you're gonna be the slave, you're gonna change your name, you're gonna die in flames. Time to play the game.